La quarantaine. Le Clésio. Antoine a épousé Amalia, sans réfléchir. Il était amoureux de cette belle fille si brune, exotique, rencontrée sur le bateau qui allait en France pour suivre des cours de préceptrice. Une Eurasienne, portant un nom anglais de surcroît. Quand ils sont rentrés à Maurice pour s'installer dans la maison d'Anna, dans le pavillon remis à neuf de la Comète, Amalia a mesuré tout de suite son erreur. Elle a tenu près de 10 ans parce que Antoine s'entêtait, refusait de comprendre. Il croyait qu'il avait encore des droits, qu'il pouvait décider, choisir, s'imposer à son frère. Il avait déjà tout perdu sans le savoir. La sucrerie était hypothéquée. Les pourcents des récoltes à venir ne suffiraient pas à payer les dettes. Amalia a dû comprendre tout de suite, parce que son instinct l'avait averti, que personne ici, surtout pas Alexandre et les membres de l'ordre moral, ne pardonnerait à Antoine sa légèreté, son insouciance. Elle n'avait pas sa place dans cette société. Quand ils sont repartis pour l'Europe, Léon, nouveau-né, Antoine pouvait bien croire qu'un jour il reviendrait. Mais elle a su que c'était pour toujours, comme si elle sentait déjà en elle le froid de la mort. Tout cela, je ne l'ai compris que longtemps après, quand Suzanne n'était plus là pour me raconter des histoires. Jacques, assis seul à la table, au fond du bistrot, regardant de tous ses yeux, c'est étrange de penser que de l'autre côté du carrefour, il y a le magasin des bondieuseries, où le major est en train de choisir une couronne pour Amalia. Lorsqu'il revient, on a apporté sur la table l'écuelle de soupe aux haricots et les bols de vin chaud. Le major est très grand, très fort, basané comme un gitan. Ce soir-là, il doit aimer particulièrement l'atmosphère du bistrot, les cris, les voix braillardes des poètes alcooliques, les quolibets et les blasphèmes des carabins. Il montre à Jacques un homme attablé de l'autre côté de la salle, un petit monsieur replet, un peu chauve, portant une barbe soignée et qui fume une longue pipe. Tu vois, cet homme-là, c'est Paul Verlaine, un grand poète. C'est alors que la porte du café s'ouvre avec violence et apparaît sur le seuil un jeune homme, un jeune garçon, au visage d'enfant. Il est grand, il a une expression brutale, son regard est troublé par l'alcool. Debout, sur le seuil, il crie des insultes, des menaces. Il provoque l'assistance comme un lutteur de foire en brandissant ses poings. La quarantaine, le Clésio. Nous avons dit beaucoup de choses hors micro, oui. C'est un peu une manière de comprendre si vous comprenez ce qui a été dit précédemment. Oui, c'est ça. Je trouve que l'extrait est intéressant, oui. Nous sommes un peu embêtés parce que vous disiez que alors, je ne sais pas pourquoi vous avez vraiment des problèmes pour prononcer les mots. Hein. L'inventoriste d'une raison d'État. Ça ne vous a pas plu, mais je sais que vous n'aimez pas. Oui, c'est ça. Mais c'est pas que ça ne nous a pas plu, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Un instant. Ce qui n'a jamais été résolu. Le village d'Adélaïde. Le simulateur d'intelligence dans les mains des simples d'esprit. La librairie Bizet. Les inégalités des moyens. L'absurdité du vide du système.
la question allemande de l'utilité de la case vide dans le grand système virtuel. Le niveau ground, zero, la barrière de corail, l'authentification selon la loi du copyright, les enfants de Deep. C'était nouveau par rapport à la dernière fois. Oui, c'est vrai, c'est nouveau par rapport à la dernière fois. C'est un peu comme ça qu'il faut savoir, oui. Oui, c'était nouveau par rapport à la dernière fois. Oui, c'est ça. Les enfants de Deep. Oui, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Mais vous avez des monastères, les entrées, la question aborigène, les hors catégories, le clash des époques et décalage culturel, les autodafés documentaires. Oui. Ça, c'est embêtant. Bien. Donc, vous avez proposé les enfants de Deep. Oui, c'est ça. Donc, nous allons essayer de prendre le temps de vous permettre d'écrire votre plan. Oui. Bon. Donc, je voulais préciser qu'on n'est pas ici, hein, qu'on est dans un processus un peu décalé pour essayer de comprendre quelque chose. Très bien. Donc, c'est Radio 2M, toujours, oui, c'est ça, parce que bon, vous n'avez pas la possibilité d'écrire chez nous, hein. Vous n'avez pas la possibilité d'écrire chez nous, hein. Oui. Qui se propose, nous, les homosexuels, on se propose de parler des enfants de Deep. Nous, RTBF. Si c'est comme ça. Je me suis servi une tasse de thé. Faites-en de même. Ah bon. Donc, c'est facile, nous allons écrire. C'est bon.
Je ne connais pas ces interventions. Ce sont des jeunes qui tiennent le micro, c'est ce que vous aviez demandé. Et c'est ce que tu avais demandé, toi. Tu arrêtes de toujours me rabrouer comme ça, devant tout le monde. Tu arrêtes. C'est une manière de vous faire figurer. Vous l'entendez peut-être? Oui, ça va. C'est comme ça que vous l'entendez? Oui. Je voudrais, l'intervenant, tant pis, le son n'est pas si bon. Bien, nous allons essayer. Donc il y a une hauteur de voix selon les micros qui n'est pas la même. Donc nous allons essayer de faire avancer le sujet malgré tout. Vous allez donc disserter, oui, sur les enfants d'Oedipe. Oui, c'est ça. Bon, donc il va falloir prendre le timer, oui, essayer de respecter le temps. Nous avons décidé 20 minutes, oui. Oui, c'est ça. Et vous allez donc bien sûr introduire votre sujet, oui. Nous allons nous taire, autant que faire se peut, oui. Donc vous introduisez le sujet de manière académique, oui. Oui, c'est ça, exactement. Bien, vous savez comment c'est, oui. Vous élargissez le champ, oui. Posez la problématique, annoncez le sujet, et ensuite vous annoncez le plan. Oui, c'est vrai. Et vous démarrez. Bon, je suis allée chercher le timer. 20 minutes, on a dit. Nous nous taisons. Oui, pourquoi est-ce que l'Allemagne veut toujours faire ce qu'ils ont... Et tu arrêtes de faire ce que tu veux, il y en a marre. Encore une fois, on fait figurer quelque chose qui agace fortement. Donc, 20 minutes, c'est à vous, RTBF, oui. Je voulais préciser que quand on parle des enfants, c'est toujours quelque chose de très menaçant et de très sensible. On ne peut pas parler des enfants, c'est sensible. Les enfants sont vulnérables, les enfants doivent être protégés, et les enfants sont notre seule possibilité de poursuivre l'aventure humaine sur cette terre. Alors, nous parlons évidemment de tous les enfants, mais il faut parler des enfants d'Oedipe qui n'ont pas forcément le moyen d'exister dans notre société, puisque notre société n'a pas défini du tout la possibilité d'être des animaux. Il n'y a aucune fierté à être un enfant d'Oedipe. Il faut le préciser tout de suite. Je voulais aussi préciser que nous avons eu la lecture magistrale d'un texte, La Quarantaine, le Clésio, et je voudrais absolument savoir s'il est possible d'avoir des ouvrages aussi de référence que nous pourrions aussi ajouter. Nous pourrions peut-être effectivement préciser certaines choses hors temps, oui. Nous allons alors nous débrouiller pour l'instant pendant 20 minutes pour essayer de comprendre en dissertant un point particulier. J'ai donc voulu traiter ce sujet-là parce que je trouve que dans le réseau homosexuel, nous sommes belges, nous sommes parfois des moines et nous sommes homosensibles. Et donc, en tant qu'homosexuel, on sait parfaitement reprendre toutes les données, et puisque nous sommes homosexuels, puisque c'est pareil. Je veux dire, ce sont des flux d'informations qui sont à la limite identiques. On se reconnaît entre nous.
Puisque si je suis un homme, il est un homme, ben, on se reconnaît. Oui, c'est ça. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un autre flux. Je ne sais pas ce que je veux, je suis en train de disserter sérieusement. Donc, la problématique, c'est pourquoi connaissons-nous l'existence des enfants d'Oedipe dans notre société occidentale, et notamment en Europe de l'Ouest, et notamment dans 4 pays, oui, ou 5, c'est-à-dire l'Espagne, la France, l'Italie. La France ne connaît pas, non. Donc l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni non plus. Hein. Mais si, vous connaissez. Non. Donc l'Italie, l'Espagne, oui. L'Italie, l'Espagne, la Belgique, oui, c'est ça. Et la Hollande, oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, nous allons parler. La librairie Bizet revient, oui, parce que c'est ce que vous me demandez, de travailler avec vous. Oui, vous êtes avec l'Allemagne, hein, oui. Monsieur Bizet, oui. Et la Banque CIC aussi, oui, puisque c'est comme ça qu'on est. Hein, c'est ça. Nous allons parler dans un premier temps de l'artifice à ciel ouvert, oui, et dans un second temps des subterfuges. Oui. L'artifice à ciel ouvert, c'est très confondant. On a l'impression que la manière de présenter les choses d'un média peut être confondue avec la réalité. Hier, j'ai découvert que c'est allé au-delà. Ils sont fusionnels avec cette façon de présenter. Ils n'arrivent plus à s'en détacher. Donc, nous avons été complètement ébahis par votre manière d'y être arrivé aussi bien, de faire passer tout ça dans le réel. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que ce n'était pas ce qu'on voulait. On voulait rester dans notre présentation selon un média, et pas selon la réalité. Mais c'est passé dans la réalité. Effectivement, puisque on n'a pas pu fermer davantage la ville, il y a encore des personnes qui viennent, il y a encore le train, il y a les bus. On ne peut pas les empêcher de venir forcément, oui. Même si le périmètre est suffisamment vaste pour permettre à toutes ces personnes de comprendre que nous avons fait le même procédé sur un département, même sur une région. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même vaste. Oui, c'est ça. Mais l'artifice à ciel ouvert, ce n'est pas ce que nous pensions. L'artifice à ciel ouvert, c'est une manière de présenter quelque chose de très simple au début pour permettre très précisément de comprendre quelque chose. Mais c'est très simple au début. Mais ça n'a pas été compris par vous, les Allemands. Non, nous ne comprenons pas ça. Ah. Donc, je voulais parler de Jean Giono. Alors, c'est le Maroc, donc l'Allemagne, vous précédez ce que je dis. Oui, c'est ça. Ah. Donc, nous allons parler effectivement de 3 écrivains. Jean Giono, Émile Zola, Le Clésio. Je voulais dire que il vous reste 13 minutes. Je voulais dire que Jean Giono, c'est l'écrivain qui vous a le plus parlé, vous, la librairie Bizet. Vous utilisez toujours l'homme qui plantait des arbres. Vous l'utilisez toujours. C'est tout ce que vous faites. Et ce blanc est assez énigmatique parce que je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours manger mon temps. Émile Zola, c'est l'écrivain que vous appelez souvent, vous, monsieur Doulard. C'est très étonnant. Et le Clésio, c'est ce que nous constatons aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Voilà. L'artifice à ciel ouvert, c'est une manière de dire qu'à un moment donné, c'est ce que vous aviez fait. Mais on ne comprend pas dans quelle mesure vous avez réussi à le faire passer dans le réel. Vous avez fait un geste dégoûtant, vous allez arrêter de faire cette merde à chaque fois. C'est obscène, vulgaire. Arrêtez. Vous êtes indigne. Et donc, c'est ce qu'on fait figurer. C'est comme ça que ça se parle. Il vous reste 11 minutes environ. Oui, c'est comme ça que ça se parle parce que je n'ai pas les moyens de vous préciser quelque chose. Hein. On ne peut pas vous parler si on ne peut pas vous parler. Donc ça tombe bien, monsieur. Il y a des questions d'une auberge, d'un café, d'un bistrot, d'une maison d'hôte. Alors, alors, oui. Donc effectivement, dans tous les romans que nous proposons, Jean Giono, il faudra vraiment préciser, mais bien sûr, Émile Zola, Le Clésio, vous aviez toujours, vous les poètes, les écrivains, la possibilité d'être logés pour pouvoir écrire. Mais, dans des lieux très différents, oui, c'est ça, et des lieux où vous pourriez être parfaitement tranquille, sans être dérangé par qui que ce soit. Donc nous avons la banque qui nous demande, oui, une fellation. Oui, alors l'écrivain, par rapport au poète, l'écrivain est un grand moyen d'arriver à ne pas toujours vous regarder parfois, tous autant que vous êtes. Mais c'est surtout une manière aussi de comprendre à un instant donné toute la manœuvre, si vous voulez. Grand 2, les subterfuges. Il vous reste plus de 9 minutes. Oui. Les subterfuges, c'est notre manière de pouvoir y arriver sans intervenants. Donc, c'est pas pour nous enfermer dans une camisole, Madame Peter. Ou alors pour être dans un harnais. Bon, très bien. Oui, le corset, il y a forcément le corset, mais nous parlons du harnais. Nous avons des mauvais jeux, oui. Les mauvais jeux, vous ne pouvez pas dire des mauvais jeux dans notre système, nous. Vous ne pouvez pas dire des mauvais jeux, vous n'avez pas le droit de le faire. Si, nous, on est en Belgique, on a le droit de le faire. Les mauvais jeux, c'est votre manière de toujours discuter. Vous, l'Allemagne. Vous êtes toujours dans la séduction, c'est embêtant, oui. Pourquoi vous faites toujours ça, tout le temps ? Nous avions parlé justement des enfants d'Oedipe, nous allons en parler. Donc les mauvais jeux, c'est notre manière de parler. Ces personnes, les enfants d'Oedipe, doivent être régulièrement, on ne sait pas pourquoi, avec vous pour que vous les aidiez à avoir leurs propres expériences sexuelles. Solange Peter
Vous êtes enfant d'Oedipe. Oui. Bon. Oui, c'est ça. Il y a des enfants d'Oedipe au Maroc, oui, mais par vous, par le tribunal. C'est comme ça que vous nous avez fait naître. Bon, on en parlera. Donc ce sont des mauvais jeux, en tout cas. Quelque chose qui s'est passé qui n'aurait jamais dû se passer. Et nos mauvais jeux, c'est une manière de faire en sorte que ça ne se passe pas, malgré tout. Puisque ce sont des artifices. Ça ne doit pas se passer. Ensuite, les dupes d'Oedipe, donc nous y voilà. Les dupes d'Oedipe sont les dupes. Oui. Oui. Et donc vous avez intégré des personnes qui ne sont pas des enfants d'Oedipe. Oui, c'est ça, ils ne le sont pas, et on les intègre, et comme ça c'est fait. Et comme ça vous arrêtez de faire la même chose avec nous là-bas. Comme ça c'est fait. Pourquoi est-ce que vous faites avec ces gamins la même chose? Ah, mais ça va trop loin, vous, l'Allemagne. Oui, on n'a jamais fait des choses pareilles, hein, quand même. Mais c'est pareil. C'est pareil. Hein. Alors, ce que vous faites. Non, non, c'est pas pareil, monsieur. C'est vrai. Vous faites exactement la même chose que nous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne fait pas exactement la même chose que vous. Les Turcs, c'est pareil. On les appelle les dupes, il vous reste 5 minutes 30. On les appelle les dupes uniquement parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils n'auraient jamais dû le faire. Et l'Ariane, c'est ce que nous allons découvrir. Vous êtes la société Hills. Oui, c'est ça. Donc vous êtes un fabricant de produits alimentaires. Tout à fait. Vous comprenez ces enfants? Oui, c'est ça, puisque vous avez compris que ça ne pouvait pas naître en France. Ces enfants ne peuvent pas naître en France. Ils sont forcément sous l'égide d'Ariane, de Hills. Bien. Donc je vais alors conclure pour dire que c'est toujours l'Allemagne qui va pas bien. Vous ne savez pas comprendre. Mais si, on sait très bien comprendre. Moi, je trouve que vous ne comprenez pas bien. Vous avez un jeton, vous, l'Allemagne, là. Vous avez un jeton de me dire ça, vous, là. Vous avez un jeton, quoi. Mais c'est ce que vous êtes, enfant d'Oedipe, Solange Peter. C'est vraiment ce que vous êtes. Vous n'arrivez plus à vous défendre. Quand je vous dis quelque chose de si petit, de rien du tout, vous vous taisez. C'est comme ça que vous êtes. Tous ces enfants sont comme ça. Ça bouge plus. Et après, ça va chez vous et puis ça veut se venger. Oui, mais si on est comme ça, on est comme ça. On nous a demandé de venir, c'est tout. Je ne suis pas un enfant d'Oedipe. Mais si vous l'êtes, puisque c'est eux qui le disent, ma vie, puisque vous êtes né de chez nous, d'Allemagne, puisque vous êtes dans la banque que vous vouliez ne pas être. Oh, monsieur. Mais vous n'avez pas le droit de dire des choses comme ça. Vous n'avez pas le droit de dire des choses comme ça. Vous ne pouvez pas me dire que je suis un enfant d'Oedipe. Oui. Mais, si, c'est ce que vous dites, vous. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous êtes ici, Ariane? Pourquoi vous êtes ici? Vous? Pourquoi vous êtes enfant d'Oedipe? Ah non, on n'y est pas, c'est sûr. Parce que sinon, vous seriez capable de parler normalement, vous n'y arrivez pas. C'est ça, vous utilisez un subterfuge. Oui, c'est le secret qui est exposé. Déjà. Personne n'en parle, c'est déjà un ciel ouvert. Il vous reste 2 minutes 47.
Donc, les enfants d'Oedipe, donc il faudrait parler peut-être, pour le complexe d'Oedipe, vous avez tous compris ce que c'était que le complexe d'Oedipe, et donc vous avez compris que pour fermer une information, les Allemands ont décidé de rester dans leur propre famille, pour les choses les plus importantes, pour l'alimentaire, pour la sexualité, pour les choses que vous aimez le plus, pour votre radio. Oui, c'est ça, exactement. C'est cette manière que nous, la Hollande, on n'est pas... la Hollande, on n'est pas... il n'est pas... Martin Doulard ne l'est pas. Hein. Non, non, il ne l'est pas. Mais pourquoi est-ce que vous le présentez de la même manière? Moi, je pense que vous avez un petit problème de ne pas comprendre. Oui. Vous avez diffusé cette méthode, oui, dans les banlieues. Dans des cités HLM. Dans des bidonvilles. Et vous privilégiez ces endroits. Vous leur faites croire, vous leur donnez 3 francs 6 sous, 3 francs 6 sous, et ensuite vous leur demandez plus, plus. Et alors ils doivent faire plus, plus. Et vous y arrivez. Donc, le médicament forcé, bien. Et pour la maison de Gorée, oui, c'est quelque chose comme ça que vous vouliez dire. Ah non, ah non, 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 non. Pas chez nous, pas chez nous. Mais il s'est passé quelque chose dans un lieu à Marseille. À Marseille, pas ici, à Marseille. Mais vous avez décidé de revenir sur le sujet alors qu'on ne voulait pas en parler. Josiane est enfant d'Oedipe? Oui. Josiane, c'est Catherine? Oui. Et Josiane, c'est qui? C'est la sœur d'Emmanuel Macron. Des réactions tout de suite, des commentaires. Oui, mais vous ne pourriez pas dire ça. Mais des réactions, enfin vous êtes avec l'Allemagne, Macron, Allemagne, qu'est-ce que c'est? Oui, oui, nous savons qu'il y a un Emmanuel Macron qui est entré à Matignon, il était allemand. Allô, des réactions? Mais il était, sa femme aussi, était allemande, hein. Parce que Brigitte Macron est allemande aussi. Alors, elle est aussi Oedipe. Elle est enfant d'Oedipe. Nous savons d'Emmanuel Macron qu'il est marié à Brigitte Macron, oui. Il y a un écart d'âge important, c'est important ou pas, je sais pas. Oui, c'est-à-dire elle aurait pu être sa mère, je sais pas. Allô, RTBF? Il est temps d'être journaliste. Oui. Bon, vous l'avez été comme vous savez le faire. Allez, allez. Oui. Est-ce que est-ce que Brigitte Macron peut s'exprimer par rapport à ce qu'elle sait? Pourquoi vous dites que je suis... Vous trouvez pas qu'elle a des manières de Solange Peter parfois? Les réactions? Les réactions? Les Americans! Oui, nous, on n'a aucune réaction et on ne peut avoir aucune réaction pour l'instant. Donc, le Clésio, oui. Je voulais préciser quelque chose. Nous, quand on a parlé de l'Ecclésio, on voulait simplement dire que nous avons fait un travail irréprochable quand nous avons travaillé dans nos textes. Le travail est irréprochable. Irréprochable. Je tiens à le préciser. Et, vous pensez qu'Émile Zola, Jean Giono, ce n'était pas le cas? Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit.
J'ai j'ai juste précisé ça. Oui. Le Clésio, donc c'est le carré, le Clésio. Écoutez, nous allons lire un petit peu sa biographie, oui. Donc JMG. Ouais, hein, nous on connaissait JMJ. Le Clésio est né à Nice, dans le sud donc, c'est pas loin de Marseille. Le 13 avril 1940, encore un qui est né à la Saint-Ida. Il est originaire d'une famille de Bretagne, émigrée à l'île Maurice au XVIIIe siècle. Donc ils ont un arbre généalogique, comme on dit. C'est exactement ça. Exactement ça. C'est un grand voyageur. Le Clésio, donc JMG, le Clésio n'a jamais cessé d'écrire depuis l'âge de 7 ou 8 ans. Poèmes, contes, récits, nouvelles, dont aucun n'avait été publié avant le procès-verbal. Son premier roman parut en septembre 1963, qui obtint le prix Renaudot. Son œuvre compte aujourd'hui une trentaine de volumes. En 1980, il a reçu le grand prix Paul Morand, décerné par l'Académie française pour son roman Désert. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 2008. Pourquoi le carré italien le trouve très italien? Non, pas italien, pas italien, mais nous connaissons l'Italie. Parce que il y a quelque chose comme ça vient du sud, du soleil, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si on est dans les champs de lavande, ou alors de... Non, pas du tout. Non, pas du tout, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, parce qu'on ne peut pas être dans les champs d'olivier. Certainement pas. Certainement pas. Oui. Non, ce n'est pas tout à fait faux. Parce que l'île Maurice, bon, les oliviers, c'est pas forcément la chose qui distingue l'île. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Je dois dire que le Clésio, c'est toujours le livre que la librairie Bizet demande. Oui. Alors, c'est intéressant parce que ça a commencé par, comment il s'appelle, le masque Clom sur l'île Maurice. Non, Novartis connaît. Alors, c'est toujours pareil, c'est la fameuse histoire entre... ils ont confondu le prénom avec un lieu géographique, ils ont confondu. Oui, c'est très intéressant, madame. Fin de la première partie.